Bonsoir et bienvenue sur 3A Télé Sud au cours de notre émission Free Opinion. Déjà, nous allons commencer d'abord par nous excuser auprès de tous les téléspectateurs qui aiment cette émission, compte tenu du retard que la technique, justement les aléas de la technique ont fait que l'émission commence vraiment en retard. Mais nous nous excusons encore une fois, nous espérons que prochainement, vous n'allez pas nous tenir rigueur. Mais sinon, nous allons revenir justement pour le déroulement de cette émission après ceci. Encore une fois, merci de nous rejoindre pour cette émission. Comme vous l'avez remarqué à travers cet extrait, il s'agit justement du Togo que nous allons parler ce soir. Et le Togo, justement, qui est un pays situé en Afrique de l'Ouest, un pays qui a eu son indépendance le 27 avril 1960 avec son père de l'indépendance qui s'appelait M. Sylvanus Olympio. Il s'agit justement d'un devoir de mémoire que nous allons faire justement autour de Sylvanus Olympio. Pour en parler ce soir, nous avons sur le plateau de 3A Télé Sud de citoyens originaires du Togo, justement, qui maîtrisent très bien la question et qui sont, parmi eux, certains ont vécu justement dans les arènes du pouvoir et qui aujourd'hui se trouvent ici en France, certains toujours en Afrique, mais qui sont des passages ici à Paris, auxquels justement nous avons interpellé pour pouvoir venir justement nous parler du Togo, de son histoire. Il s'agit donc de M. Jean-Claude Kodjo, qui est ici, il est secrétaire général adjoint de l'UNICEF, de l'Union des forces de changement au Togo, qui s'appelle l'UFC. L'UFC, excusez-moi. Et donc, à ses côtés, il y a M. Jean-Pierre Omao, secrétaire national de l'UFC également, et il est chargé des affaires protocolaires, consulaires au cabinet du président, c'est-à-dire au cabinet du président du parti. Tout à fait. Mais voilà, donc de l'autre côté, donc à ma gauche, j'ai M. Senan Kodjo, personne ressource de la diaspora togolaise en France. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Karl Gaba, il est expert en communication, directeur de la publication du site wtogolais.com. Bonsoir. 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 Il s'agit donc du Togo, il s'agit du devoir de mémoire porté justement pour M. Sylvanus Olympio, qui fut donc le père de l'indépendance de ce pays, auquel donc nous allons débattre ce soir. Mais avant toute chose, messieurs, j'aimerais vous demander comme ça d'emblée, avant de voir un extrait, un élément, vous posez comme ça pour faire le tour de table, quel est le souvenir que vous retenez comme ça d'emblée sur la situation historique de votre pays, M. Jean-Claude Kodjo? Oh, une grande question. Et en même temps, spontanément comme ça, je pourrais dire que le Togo, qui a accédé à l'indépendance en 1960, est un pays plein d'espoir et qui malheureusement a trébuché en chemin. Et depuis une quarantaine d'années, plusieurs décennies donc, ce pays se cherche encore. Se cherche encore. Parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé malgré l'indépendance. Il ne s'est pas encore retrouvé, malheureusement. Voilà, le pays trébuche encore comme étant d'autres pays qui sont en Afrique. Tout à fait. Eh bien, voilà, M. Jean-Pierre Omao. Merci. Le souvenir que j'en ai, là, spontanément, dans ma mémoire se relie le discours, le fameux discours de celui qui allait être le premier président du Togo indépendant. Et à un moment donné, il y avait cette phrase qui est passée de bouche en bouche chez tous les Togolais, à savoir « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient, répond la sentinelle. » Et nous avons pensé qu'un jour nouveau allait s'ouvrir, malheureusement de très courte durée. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais bien sûr, je rappelle quand même que vous, en préparant cette émission, vous m'avez précisé justement que votre père fut justement directeur des cabinets de Sylvanus Olympio. Tout à fait. Et donc, vous connaissez quand même l'histoire de ce pays à travers la présence de votre père dans les arènes du pouvoir. Hein. Ça fait partie, comme pour tous ceux qui sont sur ce plateau, du vécu. Du vécu. Ouais. Voilà, je viens à M. Kodjo.
En effet, nous, on est un peu plus jeunes et nous n'avons pas directement vécu les événements qui ont amené le Togo à l'indépendance et à cette rupture de 1963. Néanmoins, nous avions en souvenir un pays plutôt prospère, mais dont l'élan s'est soudainement brisé. Nous en reparlerons. Monsieur Kalgaba. Moi, j'ai le souvenir de liesse autour de mon arrière-grand-père, pas Agostino de Souza, qui effectivement est mort un tout petit peu avant l'avènement de l'indépendance, mais ce souvenir de la liesse autour de lui, qui était l'un des valeureux combattants de cette indépendance, est quelque chose qui m'a profondément marqué. Merci monsieur. Justement, pour permettre justement à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant en direct, j'aimerais toujours vous rappeler que vous pouvez toujours nous écrire au mail habituel ou nous téléphoner au numéro que vous connaissez. Donc le mail c'est le freeopiniontélésud.com. Et donc je vais d'abord demander aux intervenants justement de nous appeler et en masse, parce que ici c'est la première fois que nous faisons une émission sur le Togo et vous allez découvrir justement l'histoire de ce pays qui est très riche et qui est ignoré par la plupart des Africains. Mais avant tout, regardons ceci. Ce jour des années 60, quand le destin l'appelle à la responsabilité suprême dans son pays, Sylvanus Olympio croit dur que pour bâtir une nation qui a une longueur d'avance, il faut penser autrement. Son volontarisme effréné lui permet de se mouvoir à l'aise dans l'adversité, lui qui a vite compris que la réconciliation est à la psychologie collective, ce que la confiance est à l'économie. Les premières années de mandature sont belles. Il harangue les foules, triomphe, enthousiasme même les plus réservés. Un amour qui, jusqu'aujourd'hui, lui a épargné l'ingratitude des Togolais et lui assure cette figure de seul sujet consensuel des Togolais. Il développe des réseaux, une amitié avec Roosevelt qu'on ne saurait réduire à un pacte dicté par la loi des intérêts. Quand il est renversé et assassiné par le général Eyadema, on s'attend à un règne provisoire qui vit rapidement à l'éternel. Le temps s'écoule au rythme des puissants, disait déjà Balzac, fin observateur de la condition humaine. Mais avant ce triste épisode, pour Sylvanus Olympio, la politique est l'art de croire à son destin. Il est assassiné lors du coup d'état militaire, le premier en Afrique. 3 ans après avoir obtenu l'indépendance, il aura atteint le sommet de l'Olympe, même si c'était que de manière éphémère. À travers ce portrait décalé, j'espère que vous avez découvert, grosso modo, en résumé justement, de quelle manière cet homme fut assassiné et de quelle manière, quand même, le Togo a accédé à l'indépendance. Je rappelle que vous pouvez nous appeler en direct sur le 01 45 55 67 87 pour participer directement à cette émission et poser des questions aux invités togolais qui sont sur le plateau. Alors, messieurs, je pense qu'après avoir regardé ces éléments, des questions comme ça vous reviennent par rapport à cet extrait. Quelle est la réaction comme ça, M. Kodjo? Oui, j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation, les premières années furent belles. Effectivement, les premières années furent belles, ces premières années de l'indépendance. Elles étaient pleines de promesses. Et comme je le disais d'entrée, malheureusement, tout s'est brisé. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une rectification. Tout à l'heure, j'ai entendu que le monsieur Sylvanus Olympio a été assassiné par le général Eyadema. En réalité, il faut dire que ce n'est pas le général, parce qu'il n'était pas général à l'époque. Eyadema donc. Hein? Eyadema, il faut plutôt dire que c'est le sergent-chef Étienne Eyadema. Étienne Eyadema qui a revendiqué cet assassinat à l'époque. Les journaux
internationaux comme nationaux à l'époque ont repris ses propres déclarations, qui a avoué avoir été l'auteur de ce coup d'État, de cet assassinat. De cet assassinat. Donc c'était le sergent-chef, Étienne Eyadema. Bien, ceci étant, je dois dire que le pays était fortement mobilisé derrière cet homme, qui fut un grand homme. Et c'est un homme organisateur, un homme visionnaire qui voyait très loin et qui voyait le Togo dans le concert des nations. D'ailleurs, notre hymne national le dit, l'or de l'humanité. L'or de l'humanité, c'est-à-dire faire de ce pays l'or de l'humanité. Donc, et malheureusement, il n'a pas eu le temps de le faire. 3 années après l'indépendance, il devrait périr sous les balles assassines de la soldatesque. Aujourd'hui encore, tout le peuple togolais le regrette. Tout le peuple togolais le regrette et a l'espoir que cette symphonie inachevée va reprendre à un moment donné et va se poursuivre pour le plus grand bien du peuple togolais. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, le peuple togolais voit dans le parti auquel j'appartiens celui qui incarne le mieux ses rêves perdus, ses rêves brisés, et donc espère que notre parti, qui est l'Union des forces de changement, prendra la relève et, dans une alternance tout à fait pacifique, reprendra les choses là où elles se sont arrêtées pour poursuivre ensemble le rêve et la vision de M. Sylvanus Olympio. Eh bien voilà, M. Oumaou, vous avez suivi justement cet extrait, ce portrait décalé, et vous avez retrouvé certaines personnes que vous avez reconnues facilement. J'y ai retrouvé feu mon père, le docteur Rudolf Trénou, qui a été le directeur de cabinet de Sylvanus Olympio, qui lui a fait appel dès 59. Nous étions à Dakar. Mon père y avait été expédié par le gouvernorat togolais qui n'aimait pas le voir du tout. Et puis, Olympio lui a demandé de venir. Donc, nous sommes restés, j'ai le souvenir, nous sommes restés seuls à Dakar, histoire de terminer l'année scolaire. Et nous sommes allés rejoindre mon père en juillet 59, alors qu'il nous avait précédés. Il était déjà rentré pour être au service de Sylvanus Olympio et préparer ainsi ce moment solennel qu'a été l'indépendance, la proclamation de l'indépendance du Togo. Quand je regardais les éléments là, j'étais en train de me dire ça a été si court. Vous imaginez, cet homme a été président 2 ans, 8 mois et quelques jours. Comme le fut la plupart de leaders africains après l'indépendance. 2 ans, 8 mois, quelques jours. Oui. Mais j'espère qu'on y reviendra. En si peu de temps, il fallait voir tout ce qu'il a pu réaliser. D'ailleurs, il y a même une controverse par rapport à la date de l'indépendance du Togo, qui a été le 27 avril 1960, alors que la victoire des nationalistes a été acquise le 27 avril 1958. Mais regardez un peu l'état d'organisation, d'hommes organisés et très excellent du bonhomme. Je m'en explique. Il s'est rendu compte, c'est vrai, les Français sont partis, ils n'ont rien laissé, ils ont tout abîmé, tout détruit, ils sont partis. Et il s'est dit, non, cette période doit être une période enchanteresse pour les Togolais. Il a décidé que pendant 2 ans, il allait s'atteler
à remettre le pays en ordre, à bitumer quelques voies. On n'avait même pas d'hôtel à l'époque pour abriter les invités du Togo. Il a fallu en construire rapidement un. C'est l'hôtel Le Bénin que ceux qui ont connu le Togo peuvent voir en bordure de mer. Et il nous a construit quelques routes. Ces routes ont été les seules ou les quelques rares construites jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, au bout de 46-47 ans, elles ont été emportées par le temps. Par la mégestion. Tout à fait. Ouais. Et cet homme voulait d'un pays résolu à vivre de ses possibilités, et il demandait à chaque Togolais de vivre de ses possibilités. Une petite anecdote. Je me souviens, j'avais 14 ans à l'époque, que quand la voiture officielle partait de la présidence de la République, elle venait chercher mon père, le directeur de cabinet, aller chercher le président pour l'amener à la présidence de la République. Et l'après-midi, le soir, quand la journée s'était achevée, on allait redéposer le président, on venait déposer le directeur de cabinet. Il n'était pas question pour les véhicules officiels de se retrouver devant je ne sais quel bar ou quel autre lieu clos quelque part. Tous les véhicules officiels devait rentrer au garage central. Voilà, donc il instaurait quand même de l'ordre dans son pays sur le temps qu'il a vécu. Et nous allons revenir justement, parce que c'est une histoire très quand même tragique que Olympio avait connue sur le temps qu'il avait régné. J'aimerais d'abord passer la main à M. Kodjo, Céline Kodjo. Vous, après avoir regardé cette image-là, ce portrait décalé, qu'est-ce que ça vous fait comme ça sur la personnalité de Sylvanus Olympio? Oui, en effet, nous avons appris la rigueur de M. Sylvanus Olympio. Moi aussi, mes parents ont milité dans le parti de M. Sylvanus Olympio qui a obtenu l'indépendance du Togo. Et en famille, on nous a toujours parlé de tous ces hommes autour de M. Olympio, de tous ces hommes d'une probité morale exceptionnelle qui partaient en mission, notamment en Europe à l'époque, et qui rentraient au Togo et allaient reverser les reliquats de leurs frais de mission au trésor public. C'est assez spectaculaire quand on voit la manière dont nos pays sont gérés aujourd'hui. Tout ça nous interpelle beaucoup. Et puis voilà, ça interpelle la nouvelle génération qui n'a pas vécu ces atrocités des années 60. Alors, monsieur Kerley Gaba, l'histoire vous rappelle quoi, cet homme que l'on a vu tout à l'heure? Mais j'étais très ému de voir le président Sylvanus Olympio dans son allure majestueuse, sûre de lui, qui dans des gestes très très purs qui indiquaient la route au Togolais. Presque prophétique en même temps. Très 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 prophétique. Et effectivement, pour le jeune garçon, j'avais pas souvenir effectivement de cette période-là. Mais chaque fois que je feuillette l'album de l'histoire du Togo et que là je retrouve effectivement ce tome instruit, il est quand même sorti de l'une des plus grandes écoles européennes qui est le London School of Economics. Il a été un grand chef d'entreprise et il a dirigé l'une des plus grandes sociétés internationales qui était l'USI, le groupe Unilever. Donc c'était un cadre de haut niveau déjà dans la sphère internationale et qui est rentré modestement dans son pays pour s'atteler effectivement à la construction politique du pays et militer avec toute sa force. Et j'ai retrouvé dans cette image effectivement tous
tout le rêve qui me suit, ou toutes les valeurs qui me suivent et qui me guident et qui guident la plupart des Togolais qui sont aujourd'hui, pour la plupart de certains d'entre eux dans la diaspora, qui ont fait de belles études, qui sont des hommes très travailleurs, qui sont investis dans tous les niveaux, dans la vie sociale, même en Europe, en Allemagne, en Italie et un peu partout aux États-Unis. On retrouve effectivement ce caractère des Togolais qui sont empreints de valeurs sûres, quoi, les valeurs du travail, des valeurs de rigueur, le sens de la probité et surtout le sens de l'entreprise. Bon, c'est vrai que ça me rappelle également qu'autour de mon arrière-grand-père, le pas Agostinho de Souza, il y avait tous les Togolais. Auquel nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. C'est vrai qu'il me tient un peu d'en faire quelques allusions parce qu'il était le président du CUT, qui était le principal parti politique du Togo et qui regroupait tous les grands chefs traditionnels, toute l'élite togolaise, et tout le monde était engagé dans cette lutte d'indépendance. Et ce que me rappelle cette photo, c'est que les Togolais ont perdu ce sens du combat. Les Togolais n'ont plus de repères et il faudrait que cette émission ou le livre de Tete Godwin écrit sur Sylvanus Olympio, il faut qu'il parcourt ces livres-là pour retrouver effectivement le sens de combat qu'on a, et ce sens de combat qui me guide aujourd'hui et qui guide effectivement toute la partie des jeunes Togolais de la diaspora qui ont envie de retourner chez nous, au Togo, pour restaurer effectivement ce qu'il y a à restaurer et rétablir un minimum d'état de droit et construire ce pays dans des bases solides pour un développement durable. Ah ben voilà, pour retrouver ce développement durable, justement, nous allons continuer cette émission, mais avant toute chose, nous allons prendre un intervenant qui nous appelle de Marseille. Il s'agit d'Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, je vous remercie pour votre émission. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je tiens à passer mes salutations à mes compatriotes togolais. Merci. Et puis c'est très bien une telle émission comme ça rend hommage c'est-à-dire au père de l'indépendance, surtout quelqu'un comme Sylvanus Olympio. Et il était tellement visionnaire. C'est-à-dire la lutte des peuples togolais, ça doit continuer. C'est-à-dire, il faut dire que Sylvanus Olympio était quand même le premier chef d'État à sortir le Togo de la zone du franc CFA. C'est là qu'il a toujours lutté pour une réelle indépendance, souveraineté et une dignité, non seulement pour le peuple togolais, mais pour l'Afrique entière. Moi, nous étions presque voisins à son assassinat. J'avais 14 ans à cette époque-là, je devais rentrer à l'internat. Nous étions les premiers à nous rendre sur les lieux. Et tu sais, jusqu'à présent, le Togo, à l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo ne s'est jamais remis. Mais la lutte, moi je sens, parce que vous savez très bien que l'assassinat était commandité par la France, il faut appeler un chat un chat. Et à partir du moment que on ne prend pas la France en bille en tête, moi je crois à la lutte des peuples togolais. Mais tant que la France est là, le combat, ça va être difficile pour nous. Il faut quand même, nos compatriotes, soyons vigilants. Et puis, la France a une grande responsabilité de l'assassinat de Sylvanus Olympio et surtout la misère dans laquelle le Togo est plongé maintenant. Donc, je dis un grand courage à mes compatriotes. Et puis, je vous dis, applaudez. Et puis, continuez, mais soyez vigilants. La France est là. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés et nous avons vraiment très suivi ce témoignage avec beaucoup d'émotion sur le plateau. Merci. Mais avant toute chose, nous allons revenir justement sur les circonstances dans lesquelles le Togo est rentré à l'indépendance. Mais j'aimerais justement demander de regarder ces images qui illustrent justement les circonstances justement historiques du Togo d'hier. Le Togo, jeune république sur la côte occidentale de l'Afrique. Tandis que nous longeons son littoral en direction de Lomé, la capitale, rappelons son histoire. Après avoir vécu des siècles dans l'inconscience de sa personnalité et de son potentiel politique,
Il est arrivé en 76 ans à passer du statut colonial à celui d'un État républicain indépendant. 27 avril 1960, c'est le grand jour de l'histoire du Togo, proclamé République indépendante. Des personnalités et des délégations du monde entier arrivent à Lomé. Parmi elles, le ministre allemand de l'Agriculture, M. Schwarz. Le ministre fédéral et son ambassadeur, M. von Turek, représentant la République fédérale, ont vite établi des contacts cordiaux avec les parlementaires togolais responsables de l'avenir politique du Togo. 27 avril, 0 heure. Le drapeau du nouvel État est hissé au-dessus de la ville plongée dans la nuit. C'est à la fois l'apogée et la fin d'une étape importante d'une évolution politique qui, sans faire couler le sang ou les larmes, a mené un pays à l'indépendance. M. Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo, remercie dans son allocution l'Allemagne et la France qui, toutes deux, administrèrent le Togo dans un esprit d'entraide et de compréhension et non en puissance coloniale. Lomé dans la liesse. Devant le monument de l'indépendance, les Togolais fêtent la naissance de leur république. Le Premier ministre, rayonnant, salue ses hôtes et la foule délirante de ses joyeux concitoyens. Le monument de l'indépendance, qui associe l'expression vigoureuse de l'art autochtone africain à une réalisation de style moderne, est le symbole de l'orgueil et de la joie de l'œuvre accomplie. L'indépendance, l'autonomie d'un jeune État. Devant l'édifice gouvernemental, la garde rend les honneurs. L'ambassadeur des États-Unis présente ses lettres de créance. Monsieur Alexandre von Turek, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accompagné du chef du protocole togolais, reçoit les honneurs de la garde. Les Togolais défilent devant leur premier gouvernement indépendant. L'armée est également présente à cette grande manifestation. Elle est encore modeste et compte porter ses effectifs à 600 hommes au cours des années à venir. Et chefs de tribu regardent passer les brigades des travailleurs représentant les industries nouvelles du Togo. Et puis, voici les enfants, futurs citoyens libres d'un jeune et fier État. Ce qui importe pour eux aujourd'hui, c'est le jour de congé et le grand défilé. Après avoir parcouru les centaines de kilomètres qui séparent Lomé de leur province d'origine, parfois à la frontière du Dahomey, de la Haute-Volta ou du Ghana, les délégations des tribus arrivent avec toutes leurs pompes coutumières et rituelles qui émerveillent et même étonnent leurs compatriotes du Sud.
Les rois des diverses tribus, les chefs de village et les délégués de district arrivent parés de leur couronne en or massif pour fêter cette journée entourés de leurs amis et sujets. La fin et le couronnement de cette visite fut une réception des plus cordiales chez M. Sylvanus Olympio. Le Premier ministre de la République togolaise et le dernier gouverneur allemand se sont rencontrés pour s'entretenir amicalement. L'homme du passé et celui du présent se penchent sur l'avenir d'un jeune État que l'on souhaite voir établir des liens d'amitié durables avec l'Allemagne. Un dernier hommage du Premier ministre et du président de la Chambre des députés, M. Jonathan Savi de Tové. Togolais, Togolaises, nous voilà enfin au bout de notre chemin. Nous remercions Dieu. Je suis persuadé qu'avec vos efforts et l'appui de nos amis, nous allons faire de notre cher pays le pays de notre rêve. Vive le Togo indépendant, à Bleury. Après avoir regardé ce document de très mauvaise qualité, comprenez que ce sont des images qui ont été tournées il y a plus de 40 ans. Et donc, nous sommes rentrés justement dans les archives à partir de mes invités qui sont sur le plateau pour retrouver justement ces images qui vous ont quand même rappelé cet homme, ce grand homme, ce fils du Togo, de l'Afrique, qui a lutté justement pour remettre de l'ordre dans son pays. Alors, monsieur Jean-Claude Cudjoe, vous étiez en train de murmurer pendant que ce document était en train de passer. Oui. Alors, vous voulez dire quoi Oui, d'abord, je voudrais remercier votre auditeur, pardon, ou votre téléspectatrice qui a téléphoné tout à l'heure de Marseille. Oui. Pour son intervention Emmanuel, tout à fait émue. Et elle a prononcé un mot, ça c'est le mot magique, ablodé. C'est ce que le président vient de dire aussi. Le président venait de le dire, ablodé. C'est ce mot qui cristallise l'indépendance, la liberté, l'état de droit, la bonne gouvernance, et tout cela à la fois. Un mot puissant dans l'une des langues locales. Et c'est reconnu comme tel sur toute l'étendue du territoire. Voyez-vous? Alors, c'était le mot de ralliement. Et vous voyez, le président Sylvanus Olympio avait une idée de l'indépendance, une idée très profonde, très forte de l'indépendance. Et il s'agit d'une indépendance totale. Et ce ablodé, on le disait, ablodé blibo, ça veut dire indépendance totale. Ablodé. Et notre téléspectatrice a parlé de la monnaie. Effectivement, il pensait que pour être réellement indépendant et souverain et exercer pleinement et entièrement la souveraineté nationale et internationale, il fallait se doter d'une monnaie nationale. Et il avait en projet une monnaie, la création d'une monnaie togolaise. Et d'ailleurs, c'est à la veille de la concrétisation de ce projet qu'il a été assassiné. Je voudrais en profiter pour tout à l'heure rebondir sur un aspect des propos de mon collègue et frère, M. Jean-Pierre Omao, qui disait tout à l'heure qu'à l'indépendance, les Français étaient partis et n'avaient rien laissé. En réalité, il faut comprendre que les Français, et d'ailleurs notre auditrice aussi... Elle l'avait évoqué également. Elle a évoqué, disons... l'influence que joue la France. L'influence de la France. Oui, mais il faut placer les choses dans leur contexte historique. La France, à l'indépendance, n'a pas quitté, n'a pas abandonné le Togo, au contraire.
elle est restée présente. Et le président Sylvanus Olympio a tout fait pour coopérer avec la France. Et d'ailleurs, elle a souhaité, le président Sylvanus Olympio a souhaité non pas proclamer l'indépendance tout de suite en 1958, mais comme a dit Jean-Pierre, il a voulu prendre le temps de préparer le pays à cette grande célébration. Et donc, il a, et en accord avec la France, il a convenu de ne proclamer l'indépendance qu'en 1960, le temps de mettre en place un certain nombre de structures. C'est-à-dire que c'était une indépendance négociée. Voilà, négociée, tout à fait. Elle n'a pas fait l'objet. La lutte a été longue, la lutte a été longue et âpre, c'est vrai, mais nous n'avons pas connu de guerre d'indépendance. Comme d'autres pays africains. Comme d'autres pays africains, mais la lutte a été très âpre également, puisque, évidemment, la métropole ne voulait pas lâcher, et donc il a fallu que le peuple togolais, sous la bannière du président Sylvanus Olympio, se batte pour obtenir son indépendance. Alors donc ce mot ablodé est un mot qui est, à l'heure actuelle encore, le mot d'ordre. Le mot d'ordre de lutte pour la restauration de l'état de droit, la restauration de la bonne gouvernance, la restauration des libertés publiques, et c'est précisément ce que défend l'Union des forces de changement, qui est le parti qui se réclame justement de cette ligne politique du président Sylvanus Olympio. Et c'est le parti auquel vous êtes secrétaire général adjoint. Tout à fait. Eh bien voilà, mais c'est Sénène Kodjo. Remplaçons comme ça l'histoire du Togo dans son contexte. Le Togo fut d'abord colonisé par les Allemands, n'est-ce pas? En effet. Et comment ce protectorat, cette façon de gérer le Togo, s'est organisé avec la France? En effet, déjà au début du 19e siècle, toutes les puissances européennes croisent dans les parages des côtes ouest africaines, entre la côte de l'Or, le futur Ghana, et Ouida, le grand port d'esclaves du Dahomey. Donc, avant l'arrivée des Allemands, il y avait déjà une tête de pont très solide des Anglais dans la ville d'Anécho, qu'on appelle maintenant Aného. Donc, il y avait des missions catholiques et des comptoirs installés à Aného. Alors, l'Allemagne est venue très tard à la colonisation, bien que la conférence de Berlin, novembre 1884, s'est déroulée en Allemagne. L'Allemagne elle-même est venue un peu tard dans la colonisation et a dépêché Gustave Nachtigal, qui a réussi à signer un traité de protectorat dans la banlieue de Lomé, dans une localité appelée Baguida. Donc c'est là que fut signé ce traité de protectorat qui confiait la gestion du Togo aux Allemands. Il faut dire que dans les clauses de la conférence de Berlin, il était entendu que les puissances coloniales évoluaient de la mer vers le nord jusqu'à ce qu'elles rencontrent une puissance adverse et établissaient leurs frontières. Et c'est ainsi que le Togo allemand s'étend du fleuve Mono à l'est jusqu'au fleuve Volta, qui se trouve dans l'actuel Ghana à l'ouest, et aussi loin au nord jusqu'aux confins du Burkina, jusqu'au Pendjal environ. Voilà, nous allons évoluer dans l'émission justement sur cette partie historique qui est très enrichissante, mais avant tout, nous allons prendre un intervenant qui nous appelle d'Alger, qui s'appelle Edgar. Bonsoir Edgar. Bonsoir Edgar. Bonsoir monsieur.
Ben voilà, nous vous suivons sur le plateau, messieurs. Vous pouvez poser votre question. Donc, avant de poser ma question, j'aimerais, comment dirais-je, vous féliciter de la crédibilité de votre émission. Je vous suis presque tous les soirs. Merci. Et en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui par rapport au Togo, je suis d'abord un jeune Africain vivant en France depuis un certain temps. Merci. Et je suis toujours intéressé par l'aspect politique de notre cher continent. Moi, au fait, je suis du Tchad. Mon père est béninois, ma mère est tchadienne. Mais tout ce qui touche l'aspect politique de l'Afrique m'intéresse. Ce que je voudrais poser comme question à vos invités qui sont sur le plateau, d'abord, je les remercie de la pertinence de leurs interventions et vraiment, ça me permet de m'ouvrir un peu plus sur ce qui se passe au Togo comme en Afrique. La seule question que je voudrais poser, où en est aujourd'hui la démocratie togolaise? Et merci de votre réponse. Merci, messieurs. Je crois que ça va rentrer dans la deuxième partie de cette émission. Là, nous sommes en train d'évoquer la partie historique pour que les gens comprennent très bien le Togo et comprennent justement qui était Sylvanus Olympio. Vous aurez la réponse justement à cette question lorsque nous allons aborder la question de la politique actuelle du Togo et vous allez vraiment être satisfait par les réponses qui vous seront données ici par les invités ici présents. Messieurs, nous continuons dans cette lancée historique. Alors donc, voici l'Allemagne voici le Togo devenu un protectorat allemand. Il faut distinguer plusieurs sortes de colonisation. Et la colonisation allemande a cette particularité qu'elle est élitiste. Alors, contrairement aux Français qui envoyaient dans leurs colonies des administrateurs dont on ne voulait pas en métropole, les Allemands envoyaient tout simplement l'élite. Et c'est ainsi que l'accent a beaucoup été mis sur l'éducation. Les problèmes de santé, des centres de santé furent créés. En très peu d'années, l'Allemagne a obtenu une couverture vaccinale totale du territoire du Togo, des progrès dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture notamment. Les missions catholiques et protestantes se sont installées. Et donc, contrairement au système colonial français aussi, qui bridait les capacités des indigènes à évoluer à l'école, l'Allemagne laissait libre cours à tous ceux qui étaient capables d'aller à l'université. Et c'est ainsi que le Togo est l'un des premiers pays d'Afrique en général à avoir atteint un degré de formation assez élevé pour l'époque. D'ailleurs, M. Olympio fait partie de cet héritage-là, parce que dans les années 30 déjà, il fut pressenti, il a même été le représentant de Unilever à Lagos, au Nigeria. Alors, même maintenant, quand nous-mêmes vivons en Europe, on a ce plafond de verre suspendu sur la tête qui ne nous permet pas d'accéder à certaines fonctions très élevées. Mettre M. Olympio comme représentant de Unilever pour toute l'Afrique occidentale dans les années 30 voulait dire que ce monsieur était très compétent dans son domaine. Il était économiste. Alors donc, voilà. Mais les Allemands ne sont pas restés longtemps. Survint la Première Guerre mondiale et je dois signaler que la première victoire des Alliés dans la Première Guerre mondiale, c'est la victoire des Franco-Anglais sur les Allemands du Togo. La première victoire de la Première Guerre mondiale, c'est à Palimé et à Atapamé, notamment dans une localité qui s'appelle Kamina. C'est là où les Allemands avaient installé une station TSF qui reliait Berlin à l'Atlantique Sud. Et avant leur édition, évidemment, les forces allemandes ont fait sauter la station radio avant de se livrer aux Français. Aux Français et aux Anglais. Les Français venus de la colonie du Dahomey et les Anglais venus du Ghana, de la Gold Coast. Et donc, très rapidement, il y a eu un premier partage du Togo en août 14. Il faut dire que la guerre venait de commencer il y avait quelques semaines seulement. Donc, premier partage du Togo, la ligne de démarcation incluait Lomé, la capitale actuelle, dans la zone ghanéenne.
tandis que le reste du Togo se retrouvait en zone française. Et le Togo a vécu ainsi jusqu'à la fin de la guerre, et c'est le traité de Versailles qui a refait un deuxième partage, et Lomé se retrouve dans la zone française contre une compensation territoriale dans le nord du Togo. Donc vous en êtes bien, ce qui donne cette position atypique de Lomé, la capitale du Togo, qui est une ville installée à 4 km de la frontière avec l'État voisin du Ghana. Donc le Togo, selon le traité de Versailles, fut confié au mandat de la Société des Nations, de la SDN. Et le Togo français, la gestion du Togo français a été confiée à la France sous mandat de la SDN, tandis que la partie anglaise relevait de la Grande-Bretagne, également sous mandat de la SDN. Et donc, on était en protectorat. Oui, non, on n'était plus, on était sous mandat. On était sous mandat. Et alors, ce qui fait que le Togo n'a jamais vraiment été une colonie française, bien que la France ait voulu l'administrer de la même façon que ses colonies voisines du Dahomey ou de Haute-Volta et même de Côte d'Ivoire. Et à l'arrivée des Français, après 1919, donc, les Français l'administration coloniale était très embêtée d'avoir une élite assez cultivée. Il y avait des universitaires, des pasteurs, des curés, pas mal de gens capables. Et donc, l'administration française était dans l'embarras et a réussi à enrôler tout ce monde dans les arcanes de la fonction publique de l'Afrique occidentale française. Et c'est ainsi que beaucoup de Togolais ont été affectés, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et même au Congo, pour disperser. Mais cela, si tu permets, je crois que c'est venu après, parce que dans les premiers temps, l'administration française a mis à l'écart les fonctionnaires ou les Togolais qui étaient de culture allemande ou britannique ou anglaise, et donc les ont remplacés par du personnel importé du Dahomey voisin. C'est ainsi qu'on a compté plusieurs instituteurs ou plusieurs fonctionnaires qui sont arrivés du Dahomey et ont été installés au Togo dans l'administration coloniale française. Mais voilà, l'histoire vraiment est très, très riche. Je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler pour intervenir dans cette émission ou poser vos questions pour comprendre très bien l'histoire du Togo. Alors, M. Kerle Gaba, vous allez nous parler un peu plus de M. Agostinho de Souza. Qui fut ce monsieur pendant cette époque? Pas Agostinho de Souza était un planteur. Vous avez remarqué qu'il a dit pas Agostinho de Souza. Ce pas qui veut dire, qui est toute la déférence qu'on avait vis-à-vis de cet homme. Patriarche. C'est une sorte de patriarche. Mais je remercie parce qu'il relève la nuance. Parce que je le dis naturellement, parce que je ne peux pas me permettre de dire Agostinho de Souza. Ce pas est très important parce que c'est la révérence même qu'on a à l'égard de la personne. Et au Togo, le droit d'aînesse, entre parenthèses, est quelque chose qui est très important. Pas Agostinho de Souza était un riche planteur, qui est un riche commerçant, qui a beaucoup travaillé sur toute la côte Togo, Bénin et Ghana. Et il s'est beaucoup investi dans la vie politique, car effectivement dans ces périodes-là, il
le politique, le social était un peu séparé, et que ceux qui s'investissaient dans la politique, c'était vraiment l'élite, hein, qui s'occupait des faits de société, des choses de la société et de l'organisation de la société. Donc pas Agostinho de Souza, avec sa notoriété, a pu rassembler effectivement toute l'élite togolaise traditionnelle au sein du CUT pour mener le combat politique qu'il devait mener. Voilà, merci Monsieur Garba. Nous allons revenir à cette partie parce que nous avons un intervenant qui nous appelle à partir du Togo. Il s'agit de Victoire. Bonsoir Victoire. Oui, bonsoir. Eh ben voilà, vous êtes en direct sur le plateau de Free Opinion ici à 3 Télé Sud. Posez votre question, madame. Allô? Alors, je suis pas en direct là. Nous vous écoutons, madame. Ah, vous m'entendez là? Oui, nous vous entendons. Vous pouvez parler. D'accord. Moi, je voulais juste poser une question. Je voulais savoir actuellement, c'est quoi la politique actuellement du Togo? Parce que si vous voyez bien, au Togo, il y a plein de jeunes qui ont eu le diplôme, qui ont été à l'école, qui ne font rien à Lomé. Et ils ont le diplôme dans la poche. Et je voulais juste savoir, mais c'est quoi la politique d'aujourd'hui? Là, on nous parle de Jeux Olympio. Bon, ça, c'est dans les années 60, ok? Mais aujourd'hui, est-ce que les pays nationaux sont prêts à nous aider aujourd'hui ou pas? C'est quoi la politique d'aujourd'hui? C'est ce que nous, on voulait savoir, en fait. Merci beaucoup de nous avoir appelé à partir de Lomé, je suppose. Et sur le plateau, justement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure à l'intervenant qui a appelé précédemment, madame, nous allons rentrer justement dans la deuxième partie de l'émission. Dans cette deuxième partie de l'émission, justement, nous allons parler de la politique actuelle du Togo. Et c'est là que vous aurez justement toutes ces réponses. Je crois que dans 2-3 minutes, nous allons rentrer dans cette deuxième partie de l'émission. Et je continue, monsieur Avekal. Est-ce que vous pouvez terminer votre propos rapidement? Bon, je voulais effectivement remettre dans le cœur de l'histoire des Togolais l'œuvre de Pa Agostinho de Souza, qui s'est investi financièrement. On l'appelait gazozo, c'est-à-dire que le combat était un combat dur, était un combat très 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 long, était un combat contre le colonialisme. Hein. C'était en face, on avait toute la puissance de l'administration française, et que le Togo était un pays très modeste, et les gens qui avaient les moyens, comme le Pa Agostinho de Souza, ont pu investir leurs réserves financières dans le combat politique pour aider qui Sylvanus Olympio, qui Akwete, qui Freitas, et les noms sont nombreux, Mali, et vraiment tous les Togolais qui étaient réunis pour ce combat épique qui était la lutte de l'indépendance. Hein. Et ça reste un repère, effectivement, pour l'histoire du pays. Pour l'histoire du pays. Il peut aussi être considéré comme étant le père de l'indépendance aussi. Hein? Disons, il a joué un rôle politique. En 58, il était à la tête du CUT, ce qui était considéré comme l'une des plus hautes fonctions. Il était le véritable père, disons, dans le sens étymologique. Le patriarche et le père de l'indépendance togolaise. Ah ben voilà, c'est ce qui nous amène justement à rentrer directement dans la deuxième partie de cette émission pour répondre justement à nos deux intervenants qui ont appelé, hein, y compris madame qui vient nous appeler du Togo, hein, de Lomé. Et monsieur, je vais commencer avec monsieur Mao. Oui. Voyez-vous que nous rentrons directement dans la situation actuelle du pays. Oui. Vous êtes secrétaire de ce national UFC, hein, de l'UFC, le parti qui est actuellement en lutte politique dans le pays. Tout à fait. Alors, comment pouvez-vous répondre à ces deux intervenants, notamment à madame à partir de Lomé? Mais vous avez suivi leur question. Effectivement. Au début de cette émission, nous faisions remarquer la brièveté de la période Olympio. Et c'est vrai que ce rêve s'est trouvé devenir un cauchemar à partir du 13 janvier 1963. À cette date, un homme, sergent en chef, dit-on, a manifesté le fait que c'est lui qui a tué, qui a assassiné le président Sylvanus Olympio. Et c'est là que le cauchemar a commencé.
Et cet assassinat a été perpétré devant l'ambassade des États-Unis. Et cet assassinat a été perpétré devant l'ambassade des États-Unis. J'en connais un rayon dans la mesure où ce soir du 12 janvier au 13, c'était un samedi 12 janvier, au dimanche 13 janvier, aux alentours de 21h, 22h, mon père était donc ministre de l'information à cette époque, et donc cette junte, nous allions le savoir après, envoyait des appels téléphoniques à tous les ministres, leur demandant de rejoindre le domicile du président de la République qui les attendait. Et donc des éléments... Il était déjà assassiné. Hein? Non, des éléments de cette junte-là allaient investir donc la maison du président, qui a pu ainsi en sortir. Il a pu quitter la maison. Il a quitté la maison, il s'est retrouvé dans la rue et s'est infiltré dans un des véhicules de l'ambassade des États-Unis qui se trouvait à l'extérieur. Et donc, l'événement a ameuté dans cette nuit-là un certain nombre de gens, y compris l'ambassadeur des États-Unis, Léon Poulada, qui a appris que le président n'était pas loin de son... de la chancellerie. Et c'est ainsi que Olympio lui a fait signe au moment où il se trouvait dans la cour. Olympio lui a fait signe pour lui dire qu'il était là. Et Poulada a cru bien faire d'avertir ainsi et l'ambassadeur de France qu'il était là. Voilà. Et c'est ainsi que, malheureusement... Il a été assassiné comme ça? Non, on a voulu le prendre aux abords du véhicule. Il est sorti et il a commencé à avancer droit devant lui. Il a été interpellé. Il a refusé. Et il a continué et on lui a tiré dans le dos. Et c'est Yadema qui était le commanditaire de cet assassinat. J'ai envie de vous dire que c'est l'histoire officielle. Mais l'histoire ne se tait pas. L'histoire ne se tait pas. Justement, nous allons prendre un intervenant, Gérard, qui nous appelle à partir du Paris, pour qu'il va poser la question. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, oui. Nous vous écoutons, Gérard. Alors, je voudrais d'abord vous saluer pour la qualité de l'émission que vous êtes en train d'organiser ce soir. Merci. Et je salue également la pertinence des points de vue qui sont développés, notamment par la qualité, la profondeur historique des thèmes qui ont été évoqués. Et je voudrais juste poser une question aux intervenants. Vous me permettrez de revenir sur la période que vous avez développée tout à l'heure. Je voudrais m'interroger par rapport à cette période et demander aux intervenants s'ils ne pensent pas que certaines dissensions qui sont intervenues entre les politiciens togolais à cette époque sont en train de se reproduire aujourd'hui et sont effectivement en train de faire énormément de tort à la cohérence de la lutte. Parce qu'à l'époque de Sylvanus Olympio, il y avait effectivement des dissensions. Et ces dissensions, malheureusement, ont été passées sous silence dans les rappels historiques qui ont été faits tout à l'heure par les intervenants. Il y avait des divergences entre la Juvento et le CUT, entre le PTP, le Parti togolais du progrès, et le CUT. Ces dissensions n'ont pas été évoquées tout à l'heure par les intervenants. Et aujourd'hui, nous assistons à un certain nombre de dissensions entre les partis politiques togolais, notamment entre l'héritière du comité de l'unité togolaise, le CUT qui est l'UFC, et certains partis de l'opposition.
Et moi, je pense que, fondamentalement, ces dissensions sont le principal mal de la classe politique togolaise qui échoue tout le temps à trouver une cohérence, une harmonisation des points de vue en vue de faire avancer véritablement les choses dans le pays. Voilà le sens de ma question. Et je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, qui se sent le mieux pour répondre à cette question posée par un Africain? Oui, je veux bien. Merci. Merci pour cette question. Et si vous comprenez bien, hein, les 3 questions résument justement la même pertinente. Oui, oui, voilà. je vais les rappeler. J'en ai pris note. Tout le monde s'inquiète. Nous avons une question sur la démocratie togolaise aujourd'hui. Une autre sur la politique togolaise aujourd'hui par rapport aux jeunes diplômés qui se retrouvent sans emploi. Et enfin, tout à l'heure, le téléspectateur fait un rapprochement entre la situation, selon lui, de dissension ou de divergence qui existait à l'époque de Sylvanus Olympio et la situation actuelle qui, à son avis, entrave la lutte que nous menons pour restaurer précisément la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Alors, la démocratie togolaise aujourd'hui, effectivement, elle se cherche. Elle se cherche et elle se heurte à une absence de volonté politique de certains, notamment du parti au pouvoir à l'heure actuelle, d'aller franchement et, comment dire, et résolument à un fonctionnement normal des institutions et, autrement dit, à une démocratisation de la vie politique de notre pays. Alors, nous avons eu, depuis les années 90, nous ne voulons pas nous attarder sur les années de plomb de la dictature togolaise, mais à partir des années 90, il y a eu comme une ouverture de démocratie dans nos pays, mais tous les pays, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, ont fait des progrès remarquables. Mais le Togo semble regresser en matière de démocratie et d'état de droit, avec des élections calamiteuses, des élections suivies de violences, de morts, de blessés, de mutilés, de réfugiés politiques dans les pays voisins, surtout les élections présidentielles. Alors, aujourd'hui, il y a en cours un dialogue pour améliorer le cadre électoral, adopter de manière consensuelle des réformes pour permettre des élections libres et pour une fois réellement transparentes pour que la vérité des urnes soit les résultats qui seront proclamés. Mais encore, il y a des difficultés. Voilà. Parce que le pouvoir en place ne veut pas lâcher. Il y a des difficultés, le pouvoir en place ne veut pas lâcher. On a vécu une dictature de plus de 30 ans. Alors, dans cela, tout cela bloque le pays, bloque les progrès économiques et sociaux du pays, et qui font que les jeunes, effectivement, pour répondre à sont madame. diplômés. Oui, les jeunes sont diplômés, n'ont pas d'emploi parce qu'il n'y a plus d'investissement dans le pays. Et les investisseurs fuient le pays parce qu'il y a une incertitude telle, il n'y a pas de visibilité. Eh bien, les investisseurs fuient le pays et s'installe une corruption incroyable, une gabegie. Le groupe parlementaire de l'UFC à l'Assemblée nationale a relevé, lors de l'adoption de la loi de finances de l'année 2008 et de cette année 2009, mais des aberrations. Alors on se demande où va ce pays. Voilà. Voyez-vous? Où va ce pays? Et c'est tout le monde qui se pose cette question. Et nous allons prendre Théo qui nous appelle depuis l'Allemagne, qui va poser cette question justement parce que tout le monde s'interroge. Cette question, où va le pays? Théo, bonsoir.
Bonsoir. Je suis très ravi de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Et bonsoir à mes frères togolais. Bonsoir. Fiaina Milo. Bon, je suis content de tout ce que vous êtes en train de dire. Et c'est avec l'émotion que j'ai suivi le documentaire depuis 40 ans de notre cher regretté Sylvanus Olympio. Ça, je vous remercie. Mais le problème, c'est que 40 ans, c'est déjà trop loin. Et nous voulons savoir actuellement ce qui se passe au Togo. Je suis un Togolais, je vis ici en Allemagne, ça fait près de 15 ans. Bon. Si vous voyez dans toutes les politiques actuellement, il y a des relèves. Par contre, dans la politique togolaise, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit personne. Par exemple, vous parlez seulement ce soir de Sylvanus Olympio. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis moi-même du UFC. Et dans l'UFC, il n'y a pas de jeunes qu'on peut faire. Il faut aussi donner la place aux jeunes. Et si vous êtes toujours en train de faire votre... excusez-moi du terme, je ne sais pas comment le dire. C'est comme la vengeance, ou parler des choses. Les autres, là, auront peur. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Moi, ce que je veux, c'est que de donner un point stratégique. Tout ce qui se passe alentour. Regardez aujourd'hui le Bénin, comment le Bénin est devenu aujourd'hui. Avant, le Togo et le Bénin, on ne peut pas les comparer, c'est incomparable. Le Burkina, c'est incomparable. Donc, ce que moi je veux, c'est l'union de tous les Togolais. Et donnez-nous, pourquoi seulement, il n'y a que seulement Olympio au Togo. Il n'y a pas d'autres jeunes, il n'y a pas d'autres familles qui peuvent prendre la relève d'Olympio. Parce que vous savez très bien que le nom d'Olympio, J-Chris ou bien Sylvanus, ça fait peur au Togo. Donc les gens ne veulent pas. Donc chercher quand même un autre qui peut prendre aussi la relève. Il y a des gens qui sont prêts à voter pour une autre personne. Vous voyez? Donc où en sommes-nous actuellement au Togo? C'est ma question. Voilà, merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est la question justement qui revient de temps en temps. Et parce que vous parlez justement de relève dans ce pays, je pense que c'est dans tous les pays africains actuellement qu'on réclame la relève de la nouvelle classe politique dans ce continent. Alors, je vais essayer un peu d'interpeller M. Kalegaba, vous qui êtes jeune quand même. Vous n'avez pas connu cette époque d'Olympio. Je suis un vieux jeune. Non, par rapport à l'histoire d'Olympio, parce que monsieur a interpellé tout à l'heure, on dit que ça fait 40 ans, ça fait quand même très loin. Alors, quand il parle de relève comme ça, messieurs, vous, quelle est votre réaction? Parce que nous avons l'impression qu'il y a un président fort, Nyasibé, qui est jeune. Est-ce qu'il n'incarne pas quand même cette nouvelle génération? Vous savez, je vais vous faire... Pour satisfaire quand même... J'ai envie de répondre à la fois à Gérard qui nous pose des problèmes de querelles politiques et de nos aînés, et en même temps, je vais vous faire une boutade. Le Togo, parce que là, vous venez de parler de monsieur... Faure Nyasibé, qui est le nouveau patron du pays et qui est jeune. Parce qu'on parle des relèves. Bon, la nouvelle classe politique. Bon, j'ai une posture un peu difficile aujourd'hui parce que je veux parler au nom de la diaspora. Bien entendu. Et que la diaspora togolaise aujourd'hui est en train de s'organiser dans un mouvement qui s'appelle Synergie Togo. Et cette diaspora... Avec ambition de prendre le pouvoir un jour? Non, c'est que nous voulons rester une société civile, nous voulons rester une diaspora organisée, nous voulons rester une diaspora qui veut effectivement unir toutes les forces vives togolaises qui sont en exil pour essayer de comprendre ce qui se passe déjà chez nous. C'est vrai qu'il y a les deux intervenants, Gérard et Théo, nous parlent d'une lutte qui dure depuis 40 ans, qui est une longue lutte, qui est une lutte âpre, mais ils oublient une chose, c'est que nous sommes dans un régime militaire. Nous sommes sous une junte militaire et que ces 40 ans de dictature qui existent à la date d'aujourd'hui n'en déplaise aux représentants de l'UFC sur le plateau. Vous avez des députés à l'Assemblée, mais ces députés... disons, ne représentent qu'eux-mêmes, disons, en termes de poids politique, et que quelque part, ils n'ont pas leur mot à dire dans les décisions qui sont des décisions
crucial pour le pays. Oui, tout à fait. Les décisions que le pouvoir tente d'imposer à la classe politique, malgré l'accord politique global qui préconise le consensus dans la prise de telles décisions. En gros, pour nous, la diaspora, on n'a pas compris trop bien comment a été signé, dans quelles conditions a été signé l'APG, qui a amené des élections et aujourd'hui un Parlement qui est un Parlement qui ne représente pas la réalité du pays. Tout à fait. Bon. Donc la diaspora togolaise s'est dit, il se passe quelque chose. Depuis un an ou plus de 1 an, Faure Gnassingbé est élu. Il y a une APG qui a effectivement des résolutions ou des recommandations très précises en ce qui concerne les réformes institutionnelles, les élections locales, toutes les réformes du pays qui doivent normalement être, disons, enchaînées et qui dépendent de cette APG, mais à la date d'aujourd'hui, il ne se passe strictement rien. Le pays tourne en rond. L'opposition est tournée en bourrique, permettez-moi l'expression, et on est toujours en train de faire du surplace. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle et institutionnelle au Togo qui vont permettre effectivement d'avoir une règle de jeu qui est claire. C'est-à-dire qu'avoir un recensement au Togo, que les Togolais puissent avoir leur carte d'identité, qu'ils puissent avoir des cartes d'électeurs, qu'on puisse avoir une loi électorale qui est une loi électorale qui est censée, une loi électorale à deux tours. Pourquoi tout ça est compliqué dans ce pays quand on sait que vous avez connu une dictature de... Parce qu'au Togo, nous sommes toujours dans un régime qui est une junte militaire. Donc une junte militaire alléguée par Yadema. Tant que les militaires, les politiques de l'opposition et du pouvoir ne se mettront pas autour d'une table, on n'a pas besoin de facilitateurs qui se mettent autour d'une table d'une manière équitable et qui discutent des vrais problèmes, qui est de reformer le pays, qui est de changer les règles du jeu, de définir les règles du jeu claires. Tant qu'ils ne se mettront pas sérieusement avec un calendrier qui est un calendrier précis, un chronogramme, qui permettra effectivement de suivre les négociations, quitte à dire d'une manière publique, que les négociations se passent à la télévision, se passent dans une salle de conférence d'une manière publique, pour que le peuple sache exactement de quoi on parle au Togo aujourd'hui. Il y a un cadre qui a été défini, qui est un cadre de dialogue, c'est déjà en termes de blocage. Que publiquement, que Faure Gnassingbé se mette autour d'une table avec les représentants des partis publics et politiques, et que publiquement vous discutez, qu'on entende et qu'on voie de quoi il s'agit exactement et de quoi vous parlez exactement. Excusez-moi un petit peu de ce petit échauffement, parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. C'est pour ça, Synergie Togo, qui représente l'ensemble des Togolais de la diaspora, c'est des différentes ressources juridiques, comptables, sociales, médicales, ouvriers, artisans. Nous avons décidé de nous regrouper, nous avons décidé de nous mêler de ce qui se passe dans notre pays, et on veut demander aux politiques, on veut demander à l'UFC de quoi parlez-vous ? Quel est votre programme? Quelles sont les réformes? Sur quoi vous butez dans les négociations publiquement? Qui sont vos représentants? De quoi s'agit-il? Au Parlement, de quoi parlez-vous? De quelle loi avez-vous voté? Quels sont les termes à laquelle, dans les 6 mois qui viennent, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y aura une réforme constitutionnelle et institutionnelle? Et cette même question, on la retourne également au pouvoir. On veut savoir, M. Faure Gnassingbé, je suis désolé, vous n'avez pas été élu dans la règle du jeu. Vous avez promis d'être un jeune sorti des grandes écoles européennes. Vous vous êtes autoproclamé président de la République par des élections dont on connaît un tout petit peu les issues. Bon, mettez-vous au-dessus d'une table, M. Faure Gnassingbé, je vous défie publiquement de nous dire que dans les 6 mois qui viennent, avec un chronogramme très précis, avec un ordre du jour très précis, et avec une ouverture à la société civile et une ouverture à la diaspora, nous voulons venir dans la table de négociation. La société civile, voilà, comme le GRAD, n'est pas impliquée dans cette table de négociation. Merci, M. Karl Gaba. Ceci pour vous dire, parce qu'il faut que je reprenne. Non, il y a un intervenant qui va... Ceci pour vous dire, les jeunes Togolais ont besoin de travailler chez eux. Les jeunes Togolais ont envie de développer le pays. Les jeunes Togolais ont envie de mettre leur savoir-faire à la disposition du pays, mais aujourd'hui, ils en sont empêchés. Ils en sont empêchés, justement. Il y a Nicolas qui nous appelle de Bordeaux. Nicolas, bonsoir. Excuse-moi. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Je vous appelle nous vous écoutons. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons Nicolas. Oh, d'accord, c'était pour vous poser une question, c'était pour savoir, on savait que ça fait plus d'1 an, Faure Gnassingbé a été élu, mais est-ce qu'aujourd'hui, il a mis en place une politique en fait pour aider les jeunes afin qu'ils puissent en sortir? Moi, je vois que M. Karl parle beaucoup de son association,
est-ce que son association par rapport à la diaspora togolaise met des choses en place pour aider les jeunes au Togo et puis voir un peu comment ça se passe, parce que bon, je sais qu'aujourd'hui le Togo est dans une grande impasse, c'est pas facile, mais bon, c'est une très belle émission, monsieur Togo, franchement votre émission est magnifique, je tenais à vous le dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment mis en place pour que la jeunesse togolaise puisse s'en sortir? Parce que moi je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire déjà, et puis j'ai pas mal de copains là-bas au Togo, quand on appelle pour voir un peu comment ça se passe, les gens vivent difficilement, quoi. C'est pas facile. Les gens ont beaucoup de mal à finir les fins du mois. Et puis bon, moi, ce que je veux savoir, quelle est la politique actuelle du Togo? Quelle est la politique actuelle du président Faure Gnassingbé? Parce qu'on ne sait rien du tout. J'ai comme l'impression qu'il s'est entouré de, on va dire, entre guillemets, des amis de son père, et c'est les mêmes dirigeants qui gèrent le pays encore. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe exactement au Togo aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui passe exactement au Togo? C'est comme les invités vont tenter de vous donner des réponses. Ils sont en train de tenter justement d'apporter des réponses parce que les mêmes questions reviennent autrement. Alors, monsieur, comme monsieur Jean-Pierre Oumaou, c'est ça? Oui. Alors, vous voulez répondre? Oui, j'ai envie de répondre. Soyez vraiment bref. Oui, parce que non, mais je vais tenter de l'être. J'ai envie de répondre parce que je vois l'exaspération de tous les intervenants. Et de Karl Gaba, qui vous ont interpellé. Et de Karl Gaba. Parce que c'est vrai, il y a une réalité. Quand vous prenez un parti comme le mien, l'UFC, voilà. J'ai envie de dire qu'elle fait ce qu'elle peut. Faire ce qu'elle peut, c'est quoi? C'est de jouer le rôle d'un parti politique normal en situation qui devrait être la situation d'un pays en état de droit. Vous avez combien de députés au Parlement actuellement? Nous avons 27 députés au Parlement. Alors quel est le poids politique? Parce qu'il vous a interpellé. Qu'est-ce qu'ils disent là au Parlement? Oui, permettez-moi de répondre à cette question. Le poids politique, voyez-vous, c'est très trompeur lorsque vous prenez la configuration de l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir a 50 députés. L'UFC en a 27, parti de l'opposition, et puis le CAR, qui est le Comité d'action pour le renouveau, parti d'opposition également, en a 4. Mais lorsque vous prenez les suffrages obtenus par chacun de ces partis aux dernières élections législatives, le RPT, qui est le parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais, parti au pouvoir, a 922 000 ou 924 000 voix. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est le chiffre officiel. 924 000 voix qui leur vaut d'avoir 50 sièges. L'Union des forces de changement a 867 000 voix et à 27 sièges. Oui, concrètement. Et le CAR, 198 000 voix, 194 000 voix, disons, à 4 sièges. Vous voyez qu'il y a un découpage unique qui fait que chaque député coûte au parti au pouvoir 18 000 voix. C'est-à-dire ils ont 18 000 voix, ils ont un siège. Pour avoir un siège, l'UFC a 32 000 voix par siège et le CAR quelque chose comme 38 ou 48 000 voix pour avoir un siège. Vous voyez? Alors, donc, le poids, si on parle en termes de poids, l'UFC et le parti au pouvoir sont à peu près de poids égal, mais ont une différence de sièges telle que... Mais il faut aussi dire que là, ce sont les résultats officiels. Si on doit parler des résultats réellement sortis des urnes, eh bien, ce n'est pas... Parce que j'ai été à la CENI, je n'ai pas accepté les résultats qui ont été proclamés par la CENI, tout simplement parce que les résultats étaient frelatés. Voilà. Ces résultats étaient frelatés parce que les procédures de validation des résultats n'ont pas été respectées et vous dites la vérité, mais tous les Togolais savent très bien qu'à 80%,
ce pouvoir en place n'est pas légitime. Tous les Togolais le savent. On sait très bien que ces élections-là, ce sont des élections frauduleuses. Vous le savez très bien. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, comment fait-on pour les échéances qui vont arriver en 2010? Est-ce qu'on va avoir... vous demandez aux fraudeurs d'organiser des élections qui ne vont pas être frauduleuses. Mais vous rêvez. Et personne ne rêve. Non, mais quand je dis... Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'adopter, de mettre en œuvre les réformes. C'est de dire la vérité aux Togolais au jour le jour. Oui. Ce pouvoir ne veut pas réformer les institutions ni la constitution togolaise. Est-ce que vous, en tant que représentant de l'Union des forces du changement, vous êtes prêts pour gagner du temps à revenir à une constitution qui a été votée par les Togolais en 1992, qui a été votée par référendum? Est-ce que vous êtes prêts pour gagner du temps? Nous l'avons demandé déjà. Voilà. Mais voyez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire, dites-vous? La première des choses, ce sont ces réformes-là pour clarifier mais ils vous font tourner en rond. Clarifier le cadre électoral. Ils vous font tourner en rond. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut faire ces réformes qui sont préconisées par un accord que tous les partis politiques ont signé. Il faut également tenir compte des recommandations des missions d'observation des dernières élections. Il y a la mission d'observation de l'Union européenne, du Parlement européen, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont identifié de nombreux dysfonctionnements dans le processus électoral d'octobre 2007, et donc ont recommandé un certain nombre de mesures à prendre pour corriger ces dysfonctionnements. Et nous, ce que nous vous demandons... Donc, il faudrait que nous puissions arriver ensemble avec le parti au pouvoir à adopter et à mettre en œuvre les mesures qui doivent nous permettre de corriger tout cela. Nous constatons à la diaspora, effectivement, qu'il y a le temps qui passe. Tout à fait. Nous sommes à 15 mois des échéances. Oui. Est-ce qu'il y a un chronogramme précis? Peut-on savoir... Non, mais c'est la question qu'on se pose. Non, mais et c'est la question sur laquelle nous sommes en train de travailler à la diaspora. Non, mais monsieur Gaba, tel que le dit... Est-ce que vous pouvez me permettre, vous allez reprendre, messieurs, parce qu'il y a un intervenant, monsieur Mahou, qui va poser la question. Il s'agit donc de Clarisse qui nous appelle à partir de Lyon. Bonsoir Clarisse. Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi, vraiment, j'ai trouvé votre émission très intéressante. Oui, Clarisse. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons, Clarisse. Votre question? Oui, on voulait, je suis camerounaise, je suis très impressionnée par l'émission du Togo. Merci. Et vraiment, donc je voulais donc savoir et tout, donc des politiques qui sont sur le plateau et donc qui n'arrivent pas donc à ces présidents qui ont déjà fait plus de 40 ans au pouvoir, et puis c'est un petit peu la même vie que le Cameroun vit actuellement et tout. Donc, les gens souffrent énormément. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, madame? Oui, j'ai dit vraiment, je voulais poser plutôt une question aux politiques donc, qui sont sur le plateau. Oui. Oui, donc je voulais savoir, donc les politiques et tout, qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Oui. Et comment ça se fait que on n'arrive pas, les politiques n'arrivent pas à prendre leur place et tout, parce qu'il y a quand même des jeunes qui voudraient bien savoir, qui voudraient bien reprendre un petit peu des choses du pays, quoi. Donc, refaire marcher un petit peu. Donc, quand on voit tous ces présidents qui ont fait plus de 40 ans au pouvoir, c'est quand même vraiment hallucinant, quoi. Donc, je vis en France déjà quand même plus de 11 ans. Et puis, donc, on voulait un petit peu savoir, c'est la même chose que le Togo vit aujourd'hui, que le Cameroun vit aujourd'hui. Merci madame d'avoir posé cette question. Alors monsieur Mahou, donnez la réponse rapidement parce que non, je vais être bref, très schématique et clair. Le pouvoir use, 40 ans c'est beaucoup. Donc on a besoin de changement. Il y a une chose qui est fondamentale. En répondant à madame. Oui, en répondant à madame, il y a une chose qui est fondamentale et qu'il faut que tout le monde sache. Le Togo, monsieur Karl Gaba l'a dit, le Togo est en situation de gouvernement militariste ou militaire. La situation que nous connaissons actuellement et qui dure depuis 46 ans émane d'un coup d'État. Et
ce coup d'État, nous ne l'avons pas encore expurgé. Oui, mais pourquoi la nouvelle classe ne peut pas bouleverser ce... Et c'est justement... Se mettre debout et réagir. Et justement, ce que fait l'UFC, ce n'est pas une situation facile. C'est justement à la place d'envoyer tout le monde dans la rue ou que ça finisse par un bain de sang. C'est la manière d'exprimer votre désarroi. Par un bain de sang. C'est de se dire, avec d'autres, que petit à petit, on ne laissera pas tomber et qu'on arrivera. Il faut arriver à une structuration, à des institutions claires, à des institutions claires, à une configuration qui permette le jeu électoral clair. Voilà, mais c'est Sénat Kodjo, excusez-moi. Par contre, ce que nous disons, certes, il est prévu en 2010 des élections présidentielles. Mais nul ne dit que si le minimum de ce qui est attendu pour avoir des élections claires. Si ce n'est pas réalisé, nul ne dit que nous nous précipiterons encore une fois à des élections dont l'issue est prévue. Alors, donc, il appartient à toute la classe politique et surtout au pouvoir de savoir ce qu'il veut. Voilà. Monsieur Kodjo. J'ai envie de réagir à... Nous sommes vers la fin de l'émission. À ce qui vient d'être dit, je vais être très rapide. Et je disais en début d'émission que je n'ai pas vécu comme témoin oculaire ces années d'indépendance et de coup d'État en 1963. Rappelons que le coup d'État du Togo fut le premier en Afrique. Le premier en Afrique. Donc, je me fais l'écho de tous ces intervenants qui parlent de la multiplicité des compétences des Togolais, notamment de la diaspora. Et nous sommes tous impatients de pouvoir jouer un rôle dans notre pays. J'entends évidemment ce que disent les politiques sur les difficultés du terrain, mais comment mettre nos compétences au profit de la lutte? Comment nous rassembler pour jouer un rôle, pour faire peser notre poids en demandant non seulement l'alternance politique au Togo, mais l'alternance aussi dans les partis politiques. Parce que nous, diaspora, nous avons notre place. Merci. La diaspora a aussi une place, M. Karle Gaba. Votre dernier mot. Et surtout, de sortir de la querelle de nos aînés. C'est un point très important aussi. Parce que certaines dissensions, comme le disait un intervenant tantôt, se sont cristallisées autour de ces intervenants au détour des années de décolonisation et d'indépendance. Alors, nous qui n'avons pas été témoins oculaires, nous pourrions sortir de cette querelle et faire la différence. Nous baser seulement sur le professionnalisme, la technicité, etc. Mais voilà, vous faites la différence, bien sûr. Monsieur Karle Gaba, ça sera le dernier mot. Je vais vous faire partager l'une de mes phrases favorites qui est « Pour être universel, il faut être de son village ». Et la diaspora togolaise a envie de retourner un tout petit peu dans son village au Togo. Merci Kodjo. Oui, vous avez demandé tout à l'heure ce qu'il fallait faire. Je crois Nous sommes à la fin de l'émission, vous savez. Oui, je crois que l'initiative de synergie est une initiative qui tend à fédérer les forces de la diaspora, disons pour les positionner sur une lutte qui mène le Togo à la démocratie et à l'état de droit. Et en cela, je veux dire que l'Union des forces de changement ne fait pas autre chose que cela. Et tout à l'heure, c'est Gérard qui a parlé de vengeance. Lorsque nous parlons du passé, lorsque nous parlons de Sylvanus Olympio, lorsque nous parlons de l'assassinat, il ne s'agit pas dans le sens d'une vengeance quelconque. Je crois qu'il s'agit d'avoir des repères. Il s'agit de voir ce que nous avons perdu, de montrer comment nous entendons restaurer le progrès économique et social, les libertés,
la démocratie et l'état de droit que nous avons perdu. C'est de cela qu'il s'agit. Et en matière d'alternance, oui, alternance à tous les niveaux. Au sommet de l'État, au sein des partis, mais il faut savoir que nous sommes toujours en lutte à l'UFC. Nous sommes toujours en lutte et nous avons gagné des étapes. Oui. Nous avons gagné des étapes de liberté. Quoique, il fut un temps, je n'aurais jamais osé venir faire une telle émission ici parce que je ne suis pas sûr de rentrer au pays. Oui. Mais aujourd'hui, je peux prendre le risque. De dire ce que vous ce soir et de rentrer au pays. Et c'est là que je voudrais également saluer votre émission qui s'appelle Free Opinion. Voilà. Et moi-même, je suis très indépendant et j'aime m'exprimer librement. Et tout ce que j'ai dit ce soir, j'y crois. Ça m'engage, j'y crois, j'en suis convaincu et je le redirai dans les mêmes termes et dans les mêmes circonstances. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint du parti UFC. Monsieur Oumaou, je vais demander à la régie de me donner 30 secondes pour vous, pour que vous donniez votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, 30 secondes. C'est un cri de douleur, un cri à l'adresse du pouvoir en place, des hommes et des femmes qui l'animent, dont je connais beaucoup. J'ai juste envie de dire que nous sommes dans une même barque qui s'appelle le Togo, qui fuit de toutes parts, qui s'use de toutes parts. La famine n'est pas loin si elle n'est pas déjà présente. J'en appelle à la conscience de ces autorités-là pour leur dire qu'il y a sûrement quelque chose à faire, autrement nous allons droit dans le mur. Voilà. Et il y a péril en la demeure pour chacun d'entre nous. Il y a péril en la demeure en République du Togo, il y a péril en la demeure en Afrique. Autant donc que Sylvanus Olympio a été assassiné par son proche collaborateur dans la logique de Lumumba, dans la logique de Sankara. Voilà les traîtres qui nous côtoient, les traîtres qui côtoient ceux qui sont au pouvoir. Nous allons tous les dénoncer justement dans Free Opinion. Merci et à très bientôt sur 3A Télé Sud.